L'idée de fraternité, il semble que son origine soit plutôt corporative, professionnelle. On a les fraternités, c'est le rapport des professionnels entre eux qui exercent un métier très spécifique, etc. Son arrivée en politique, c'est incontestablement à la Révolution française et semble-t-il dès 89, dès le serment du jeune paume, où il y a on s'engage ensemble, donc on se ressent comme frères, et les scènes de fraternisation, notamment entre un pasteur protestant et un prêtre catholique, sont emblématiques de cette situation. On est frères parce qu'on fait de grandes choses ensemble. Alors c'est pourquoi, là, effectivement, on faisait des petites choses, par exemple de la boucherie ou de la menuiserie, et maintenant on fait de grandes choses, qui est de refonder l'État, de refonder la nation, et même peut-être l'humanité, parce qu'ils avaient des ambitions immenses. Alors c'est là, cette solidarité dans une grande action qui est historiquement le fondement de l'entrée en politique de la fraternité, laquelle a existé bien avant. Je pense qu'elle est incontestablement les deux, si vous voulez. C'est à la fois une expérience qui est faite, on se sent frère parce qu'on agit ensemble, et en même temps, on veut que la société soit fraternelle, ce qui n'est évidemment pas la même chose, parce que la partie active qui ressent immédiatement la fraternité n'est pas l'ensemble de la nation. Alors il y a toujours un horizon qui est l'élargissement, et ça devient un projet éthique, et un projet éthique qui dépasse d'ailleurs la nation, parce qu'il y a une exaltation au départ de la refondation qui effectivement a des échos, au moins dans toute l'Europe, jusqu'à Königsberg, comme on le sait. Alors donc, on ne peut pas dissocier les deux, mais ça n'est pas un idéal vide, c'est une expérience vécue en même temps qu'un idéal. C'est ça qui est intéressant. Oui, elle est arrivée en dernier parce que liberté, égalité sont en France comme aux États-Unis, parce que quand même la référence, c'est la déclaration d'indépendance de 1776, déclaration de Philadelphie, si vous voulez, essentiellement de Jefferson, qui dit effectivement que l'État est fondé sur la liberté, l'égalité et la recherche du bonheur, the pursuit of happiness, pour chacun, sous-entendu. Et le troisième mot, la République française l'a cherché pendant extrêmement longtemps, avant d'arriver à ce mot de fraternité seulement en 1748, où il s'est fixé définitivement. Mais en tout cas, alors le troisième mot, ça a été quelquefois propriété, si vous voulez, mais ça ne marchait pas, etc. Il y avait aussi effectivement liberté, égalité ou la mort. C'est une formule jacobine. Tout ça, ça n'a pas marché, ça s'est fixé dans le troisième mot de fraternité, pour des raisons non accidentelles. Enfin, ça, on peut justement, peut-être pourrait-on le dire, si vous voulez, c'est que la spécificité de la République en France, c'est qu'elle ne peut pas s'appuyer sur une religion reconnue. Non pas que les Français ne fussent pas chrétiens à cette époque, mais la religion devait être tenue en dehors du politique. Donc on ne pouvait pas fonder sur une croyance religieuse, une référence à une croyance religieuse, la République. Alors c'est pourquoi cette nation est obligée de se donner un fondement moral autonome, si vous voulez. Et la différence entre fraternité et les deux mots précédents, c'est que les deux mots précédents sont juridiques, et le troisième, c'est un mot moral. Il a un contenu éthique incontestable. Mais la nécessité d'avoir un horizon éthique et un fondement éthique est spécifique à la manière française d'arriver à la démocratie par coupure avec la religion établie. Mais là, si vous voulez, le problème du 19e siècle, c'est en grande partie parce qu'on a rompu avec le passé religieux de la France, d'essayer, du point de vue républicain toujours, d'essayer d'en récupérer certains contenus. Si vous voulez, il y a quand même une conscience dont, par exemple, Victor Hugo est un exemple éclatant, si vous voulez, de ce qu'il ne faut pas, du christianisme, oublier certaines choses. Enfin, le message évangélique, il compte pour Hugo ou pour Jaurès, si vous voulez, pour combien d'autres, si vous voulez. Donc, il faut trouver un lien avec ce passé sans retomber dans la dictature cléricale. Alors,
c'est pourquoi, en définitive, le mot fraternité s'est imposé, parce que c'était, je dirais, d'un certain côté, une prise de guerre du républicanisme sur le christianisme, et en même temps un moyen de lier certains liens avec des chrétiens qui le voudraient bien, si vous voulez. Et donc c'est extrêmement ambigu. Alors pourquoi effectivement la doctrine de la République, quand elle s'est installée définitivement fin 19e siècle, ça a été le solidarisme plutôt que le fraternitarisme, parce que fraternité a quelque chose de trop beau pour être vrai. Il y a en particulier autour de 1848 qu'on a appelé le printemps de la fraternité, une certaine déception vis-à-vis de cette rhétorique idéaliste, soyons tous frères. Donc quand même, à travers les grandes fêtes républicaines, y compris le 14 juillet, pas si loin de nous, il y avait quelque chose de... il y avait une rémanence, si vous voulez. Donc c'est un mot qu'il faut conserver, mais qu'en même temps, il n'est pas très opérationnel. Alors que le solidarisme qui invente l'assurance, qui invente le devoir des générations les unes envers les autres, ce qui est fondamental, l'assurance élargie, le devoir des générations, on a l'impression à ce moment-là d'avoir intégralement réglé le problème social, si vous voulez. Et donc le solidarisme est une doctrine qui fonctionne extrêmement bien. Et je pense qu'en gros, ça a mis du temps entre Léon Bourgeois et puis, disons, la libération. C'est tout le temps pour établir l'état de bien-être en France. Mais il a fonctionné dans un cadre effectivement intellectuel, solidariste, très largement. Oui, il l'a jamais évincé, puisque la devise n'a pas bouché, si vous voulez, et il y a quelque chose, c'est-à-dire que dans les sentiments, opérationnellement, c'est la solidarité qui fonctionne. Dans les sentiments, la fraternité subsiste, c'est extrêmement... Et par exemple, il y a des expériences comme la fraternité d'armes, qui est une expérience si importante, y compris la fraternité, bien sûr, de 14-18, et les fraternités d'armes également de la Seconde Guerre, qui sont, pour être moins étendues, sont pas moins significatives, si vous voulez. Dans tout le côté, qu'on pourrait dire, sacrificiel de la fraternité, au fond, c'est dans le sentiment national qu'il s'exprime, si vous voulez. C'est ça, là, il y a une espèce de glissement du social au national, ou plutôt une interférence, parce que l'état de bien-être progresse après les guerres. Les deux grands progrès, c'est après les guerres. C'est parce que on a senti cette fraternité. J'ai perdu un enfant, mon voisin a perdu un enfant, il n'est pas comme moi, mais ça crée des liens, ça, hein, non? Qu'on se croit obligé, enfin, on se sent obligé, c'est pas... Non, on a raison de se croire obligé, si vous voulez, d'organiser la solidarité sociale. Donc la fraternité, elle est là par derrière, comme pour pousser la solidarité à se mettre en pratique. Le patriotisme, il est flottant et incertain. Ça, je le regrette personnellement beaucoup, mais c'est une question de fait. Et quand on voit ce qui l'exprime le plus bruyamment, je ne dirais pas le plus fortement, ce qui s'exprime le plus bruyamment, je veux dire, c'est un nationalisme coincé, un nationalisme qui veut surtout établir des frontières et exclure des arrivants, qui n'a aucune ambition et sur quoi on ne peut rien fonder. On peut le comprendre, si vous voulez, on est le désarroi ambiant, mais on ne peut pas se fonder là-dessus. Donc, mon hypothèse serait plutôt qu'entre patriotisme et fraternité, si vous voulez. Il y a peut-être à inverser l'ordre des facteurs. La fraternité a été, je vous le disais précédemment, largement induite, produite par le patriotisme républicain qui poussait dans ce sens-là. Maintenant, peut-être faudrait-on dire que la création d'une société fraternelle est la justification la plus forte d'un patriotisme qui doit retomber sur ses pattes, si vous voulez. Du nationalisme ou du patriotisme à la fraternité, peut-être faudra-t-il, je pense qu'il le faudrait, passer actuellement dans l'autre sens de la fraternité au patriotisme retrouvé. Étant donné que fraternité
c'est quelque chose qui n'est pas aussi étroitement lié à un cadre que solidarité. Solidarité, c'est de la technique assurantielle, si vous voulez. Il y a un espace d'échange défini, alors que fraternité est quelque chose de beaucoup plus large. Vous pouvez imaginer, et plus qu'imaginer, on ne peut concevoir la fraternité qu'à la fois dans le particulier et dans l'universel. Elle commence dans la famille quand même, la fraternité, bien que ce soit pas toujours facile dans la famille comme nous le savons. Elle s'étend notamment à la nation, mais une fraternité entre les peuples, c'est un vieux slogan, mais c'est une chose qui est importante. Et actuellement, notre question aussi, c'est que si le patriotisme est branlant, l'idée de l'humanité, qui s'appelle maintenant mondialisation, est une idée qui est complètement creuse. La mondialisation, c'est la guerre. C'est la guerre parce que nous ne savons pas définir autrement l'ensemble que nous formons, l'ensemble des humains, autrement comme une sorte de guerre, en définitive, soit sous la forme de droit que chacun fait valoir, parce que le droit est une forme de guerre, fondamentalement. C'est Suppiot qui dit « on distribue les droits comme on distribue des armes, et que le meilleur gagne » dans son livre « Homo juridicus ». Cette formule, qui est quand même assez impressionnante. Ni le droit, ni le commerce ne peuvent fonder une idée de l'humanité, alors que la fraternité peut en suggérer une. Je pense que depuis 1789 jusqu'à nos jours, en définitive, elle est indissociable. Elle a été là au point de départ, et si la démocratie doit survivre, ce sera encore, si vous voulez, en rapport avec cette éthique de la fraternité. Elle est comme le fondement moral implicite de la démocratie.